Voilà, les 2-3 minutes sont passées. Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut français. On est ravis de vous accueillir ce soir pour la 7e édition de la Nuit des idées. La Nuit des idées, c'est un moment d'échange, de partage d'idées, de débat, qui est partagé par l'ensemble des instituts français dans le monde. Et le thème de cette 7e édition, c'est reconstruire ensemble. C'est-à-dire que face à nos sociétés qui peuvent être divisées, confrontées à de nombreux défis, on se rassemble et on essaie de construire de la résilience. On les reconstruit tous ensemble. On voulait choisir, ici à l'Institut français d'Ankara, le thème en particulier de l'environnement. C'est évidemment un enjeu que je dirais matriciel, parce qu'il est mère de tous les autres enjeux. Il a des implications politiques, sociales, économiques, dans le domaine de la santé. Et évidemment, on a choisi une date un peu symbolique entre la Journée internationale de la biodiversité, le 22 mai dernier, avant la Journée internationale de l'environnement, le 5 juin, et dans un cadre aussi qu'on a voulu propice, à savoir qu'on expose en ce moment une exposition de Jeff Leal, Fantaisie végétale, que vous pouvez voir sur les murs de cette salle. Et on voulait vraiment parler d'environnement avec des jeunes, parce que c'est l'année européenne de la jeunesse, parce que la France termine bientôt la présidence de l'Union européenne, et que l'on voit depuis quelques années des jeunes qui s'impliquent, qui donnent de la voix, qui s'engagent, qui se confrontent à ces défis qui nous interpellent. Et on voulait vraiment avoir un regard croisé entre des activistes pour le climat français et des activistes pour le climat turc, et qu'ils échangent leurs idées, qu'ils nous posent des questions, qu'ils répondent à certaines, et à nouveau qu'ils nous interpellent. Donc on est vraiment très heureux ce soir de recevoir Nathan Métainier, Félix Giroux, Nuray Çaltı, Onat Sarıtaş. Et je vais céder la parole à M. Nuri Özbadatlı. Merci beaucoup Nuri, chargé du portefeuille environnement et climat au programme des Nations Unies pour le développement en Turquie, qui nous a fait le plaisir d'accepter cette modération pour cet événement qui est en partenariat donc, avec le PNUD Turquie. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend et que la traduction peut être effectuée. Je suis le plus âgé parmi les présents sur la scène. C'est pourquoi j'ai beaucoup de câbles sur moi. Mais de l'autre côté, concernant la crise climatique, comme on l'a évoqué il y a quelques instants, vous allez entendre des phrases très provocatives dans quelques instants par les différents intervenants. On va essayer de modérer cela et de permettre de faire en sorte que chacun d'entre nous intervienne. Pour ce qui est du programme des Nations Unies pour le développement, la PNUD, nous parlons d'une crise d'inégalité, d'inéquité. Et quand on parle d'une crise d'inéquité, on parle entre les générations, mais entre les divers espaces. Et également, pas simplement pour la dimension socio-économique et environnementale, mais également une question qui doit être évaluée d'un point de vue politique aussi. Et malheureusement, à ce niveau, que ce soit les Nations Unies, les gouvernements, les organisations, les sociétés internationales, les collectivités civiles, de temps en temps, elles oublient cette intergénération. Lorsqu'on pose des objectifs de développement durable pour 2030 ou alors pour les objectifs de la Turquie pour 2053, où est-ce que seront ces jeunes en 2053? Dans quel contexte ils vivront? C'est pourquoi, aujourd'hui, dans la mesure du possible, je vais remettre la parole à mes collègues, mes amis qui sont avec moi sur la scène. Concernant mes 4 amis qui sont à mes côtés, je vais partager certaines informations que vous ne pourrez trouver sur Internet. Par exemple, il y a un activiste jeune qui fait de très bons lahmacun, Nuray Çaltı, et elle va se présenter également par la suite. Et parallèlement à cela, à part faire des lahmacun, nous avons un collègue qui fait également Félix, qui fait du kombucha. Il pourra également vous informer sur le sujet. Et entre-temps, à part cela, on a un autre ami qui fait du cyclisme, et c'est son loisir, et il fait cela il essaie de contextualiser cela en harmonisant son activité avec le climat. Et Onat, de son côté, aime le camping, ce qui est également très bien. Ils ont tous plus de 20 ans
mais chaque personne, aucun d'entre eux n'a encore atteint 30 ans. Et donc peut-être que ce sont les meilleures années de leur vie. Et demain, c'est l'anniversaire d'ailleurs de Onat, donc une information supplémentaire que vous ne pourrez trouver sur Internet. À présent, j'aimerais brièvement vous demander de vous présenter chacun, en commençant par Nouraï, bien sûr. Vous pouvez deviner bien sûr pourquoi. Parce que la majorité, encore une fois ici, ce sont des hommes. Mais Nouraï, une jeune femme qui est avec nous, qui est une ambassadrice de l'environnement, est avec nous aujourd'hui. Concernant la crise environnementale, comment est-ce que tu as entamé tes travaux dans le domaine? Pourrais-tu te présenter brièvement? Je dois te remettre le microphone parce qu'une traduction est réalisée. Oui, maintenant, le microphone fonctionne. Tout d'abord, soyez tous les bienvenus. Être la seule femme ici me rend fier, certes, et j'espère qu'à l'avenir, on aura des panels dans lesquels les hommes seront en minorité. Pour ma part, je suis diplômé de la faculté de langue et géographie et j'ai été diplômé du département de géographie en 2018 de l'université d'Ankara. Et ensuite, j'ai poursuivi mon master, toujours à l'université d'Ankara. Et concernant le changement climatique, j'ai entamé mes travaux dans le domaine en 2017. Et je poursuis mes travaux sur le changement climatique au début pour augmenter la sensibilisation des agriculteurs et pour leur attitude. J'avais réalisé des travaux en 2018, puis par la suite, dans mon master, sur un raisin endémique, nous avons constitué une feuille de route dans le cadre du changement climatique pour ce raisin endémique, pour préparer divers scénarios par rapport au changement climatique. Et en réalisant cela, nous avons vu que nous ne devons pas négliger la perspective sociale. Durant mon master, j'ai été intégré dans l'initiative d'ambassadrice de l'environnement qui a lancé des appels en novembre. Nous avons envoyé des courriers aux universités et nous avons demandé aux universités qui réalisent des travaux sur le changement climatique que des jeunes soient recommandés qui pourraient intégrer ces travaux. Par la suite, mon enseignant qui était en charge de ma thèse m'a demandé si j'aurais souhaité représenter mon université en tant qu'ambassadrice du changement climatique au nom de mon université. Je l'ai accueilli très favorablement car j'aurais eu l'occasion ainsi de pouvoir répandre davantage mes idées. Puis par la suite, on s'est demandé ce que nous pouvons effectuer comme ambassadrice du changement climatique. On a participé à un conseil sur l'environnement et à une série d'activités, y compris celui d'ici aujourd'hui. On s'est demandé au départ ce que nous pouvons réaliser, car au passé, l'intégration des jeunes dans ce genre de travaux n'était pas très répandue. Lorsque nous exprimions nos idées, nous étions plus en arrière-plan et nous ne parvenions pas dans le passé à nous faire entendre auprès du grand public. Et donc, j'ai saisi cette opportunité pour ma part. Dans certains pays, ce genre d'initiative avait commencé beaucoup plus tôt dans le passé, mais cette année, dans notre pays, cette initiative a commencé vers la fin de l'an dernier. Et bien que cela était une initiative un peu tardive, c'est tout de même un point positif pour nous. Merci de ta présence ici. Maintenant, j'aimerais remettre la parole à Félix. Pourrais-tu, Félix, également te présenter brièvement au sujet du changement climatique et également une phrase que tu avais prononcée en haut, les droits des LGBT, les travaux que tu as réalisés avec eux dans ce domaine, pourrais-tu également te présenter? Merci. Ces jeunes ne comprennent rien à la technologie. Génial. Donc, merci de l'accueil, merci d'être présent ici. Donc oui, je m'appelle Félix Giroux, je viens de Montréal, du Canada. Oui, par où commencer? Donc le parcours un peu au Canada, on est, c'est un peu un pays schizophrène, à la fois très 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 actif sur au moins un discours climatique environnemental ambitieux, jusqu'à un certain niveau. En même temps, c'est un État pétrolier, c'est un État minier avec de l'exploitation des ressources naturelles comme on n'en finit jamais, avec une histoire coloniale et tout ça. Et donc,
Mon implication environnementale a commencé avec tous ces enjeux. Donc, j'entendais, oui, donc la science du climat, la crise climatique, et c'est extrêmement anxiogène de se dire qu'en fait, le futur auquel on est habitué depuis tellement d'années, de générations, n'est pas promis au long terme. Cette stabilité climatique ne nous est pas promis. Donc, c'est dur de se projeter en tant que jeune, quel genre de futur je vais avoir, quel genre d'emploi et tout ça. Donc, juste de se dire, en fait, c'est un point d'interrogation de ce que sera 2040, 2050 et jusqu'à 2080. Je ne pense même pas parce qu'on n'en a aucune idée. Alors qu'aujourd'hui même, donc il y a 3 jours, il y a eu une énorme tempête au Québec et en Ontario. Et donc, encore aujourd'hui, il y a environ 200 à 300 000 personnes sans électricité. À chaque année, ce sont appelées des tempêtes du siècle, mais quand elles arrivent 1, 2 ou 3 fois par année, il faut changer ce langage. Donc, un peu, c'est le contexte que je donne. Le Canada, Montréal, le Québec, le Canada se disent très engagés, ont beaucoup d'actions climatiques, investissent des sommes énormes. Mais en fait, la direction qu'on prend en termes d'action climatique, moi, ne m'impressionnait pas ou surtout ne me parlait pas. Donc, on a une action climatique qui est très néolibérale, très capitaliste, qui passe par l'industrie, qui passe par le secteur privé, qui passe par les élites politiques, le gouvernement doit changer et tout. Et en fait, les jeunes, la personne moyenne ne peut pas contribuer à ces discussions on parle de changer complètement la société, changer l'économie complètement. Est-ce qu'on peut en faire partie de ces discussions? Parce que, tu le dis souvent, Nathan, par exemple, tu le diras aussi. Mais bon, je vais reprendre ta phrase, mais en fait, c'est les décisions qu'on prend aujourd'hui. Il n'y a que nous qui les vivrons et les investissements qui sont faits aujourd'hui. Il y a nous qui vivrons avec cette restructuration économique. Donc, il faut au minimum, si on veut un processus inclusif et représentatif, il faut en faire partie. Et donc, en faisant partie de ces processus, on se rend compte que les positions d'action climatique entre, par exemple, moi ou les groupes, par exemple, j'ai commencé à m'impliquer avec Environnement Jeunesse, qui était la première ONG dans laquelle je me suis impliqué, qui a d'ailleurs plus de 40 ans. Donc, ce n'est pas nouveau non plus que les jeunes s'impliquent en environnement, et c'est donc aussi pas nouveau que le problème existe. Mais voilà, donc les positions qu'on avait en tant qu'ONG, mes positions individuelles, les positions des jeunes étaient souvent très différentes, divergentes même du secteur privé, du gouvernement, des élites politiques, économiques. Et donc clairement, même quand on ne nie pas qu'il y a un problème climatique, les actions peuvent être parfois complètement opposées. Et donc on reviendra un peu sur ce que ça fait, ce que ça crée, ce que notre activisme propose, mais on parle beaucoup de justice climatique, donc adresser des enjeux sociaux, d'inégalité, d'inéquité, tout en adressant aussi la crise climatique, en nous promettant en fait un futur où on peut bien vivre, oui, dans un climat stable, mais aussi dans un endroit qui est moins inégalitaire, plus inclusif, plus démocratique. Donc voilà, donc tout ça a continué aujourd'hui. Donc avec Environnement Jeunesse, j'ai pu participer à ma première COP, qui était la COP 25, COP qui sont les conférences des partis, Conference of the Parties, qui est organisée par les Nations Unies, en fait la branche qui s'occupe du climat des Nations Unies, qui est le secrétariat, et qui regroupe à peu près tous les États pour négocier des accords, différents accords, comment on va réduire les gaz à effet de serre, comment on va adresser la perte de la biodiversité, et bon, souvent c'est dans des COP ou des négociations différentes, mais on essaie d'amener le plus possible ces enjeux transversaux au sein des mêmes endroits. Mais bon, donc oui, première COP, COP 25 qui s'est passée à Madrid, en Espagne, très intéressante, mais aussi énorme défi. Il y avait des petites manifestations organisées par des Premières Nations, peuples autochtones de partout dans le monde, appuyées par les jeunes. Ça a très mal tourné, tout le monde s'est fait sortir, la société civile a été sortie de la COP de façon assez violente, brusque. Et ensuite, donc, retourner aux études pour faire un master en politique environnementale, continuer à m'impliquer, travailler au gouvernement, travailler dans le secteur privé, essayer de voir toutes les manières où on peut approcher, aborder la question climatique. Et au final, j'en reviens que l'activisme et le plaidoyer sont l'endroit qui nous donne le plus de liberté pour s'exprimer.
rarement le plus de ressources, on est souvent sans moyens pour faire ce travail, mais et de continuer aujourd'hui avec des organisations, des organismes qui sont par et pour les jeunes. Donc maintenant, je suis sur le CA, conseil d'administration, d'une organisation qui s'appelle Youth for Nature, et donc qui, encore une fois, tente de briser les silos. Donc la conversation de la biodiversité doit se faire, pas en parallèle, mais avec la conversation climatique, et en ayant le plus de voix diverses possibles au sein de notre organisation, mais au sein de tous les niveaux de négociation. Et bon, on pourra en parler plus, mais voilà, donc toujours impliqué avec les organisations des jeunes, par et pour des jeunes, et en intégrant le plus d'enjeux ensemble, ce qui est un défi souvent pour, je pense, des politiciens, des élus, de comment est-ce qu'on fait des liens. Tu m'as demandé la question des liens, par exemple, entre les droits LGBTQ+, et le climat. Ben, je peux donner un exemple simple. Je suis aussi polonais. Il y a eu des COP en Pologne. Si, par exemple, j'allais manifester ou des gens de communauté LGBTQ+ manifestent au sein d'une COP en Pologne, ensuite l'ONU les sort de la COP et les remet à la police polonaise, qui aujourd'hui, l'État polonais a des LGBT-free zones. Clairement, ce n'est pas un endroit où tu veux te retrouver. Donc, encore une fois, si on a des processus qui sont violents, qui excluent des gens, on va inévitablement exclure des voix de ces négociations. Et les gens, s'ils ont peur de se rendre pour pouvoir amener leurs propositions, ben on va avoir en fait des accords, des négociations climatiques qui excluent des grandes parties de la population et donc promettent des futurs pour ceux qui ont la chance ou le privilège et le confort d'y être, mais pour d'autres, c'est un futur dans lequel ils ne peuvent pas se projeter. Donc voilà juste un simple lien entre ces deux éléments qui semblent distincts. Felix, çok teşekkürler ve buradan şimdi Onat'a söz vereceğim. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant donner la parole à Onat. Onat, il est de la région de Van, de la Turquie. Si vous n'avez pas vu le lac de Van, il faut absolument aller pour y visiter. Et évidemment, il va nous partager une histoire concernant la pollution de ce lac de Van. Alors, on parle de Van sur la terre et de la croyance sous la terre, au-delà de la terre. J'avais nagé d'ailleurs dans le lac de Nal. Oui, la plupart des personnes n'y croient pas qu'on peut y nager, mais oui, c'est vrai qu'on peut y nager. D'abord, j'aimerais souhaiter les bienvenus à tous et à tous ceux qui ont organisé, qui ont contribué à l'organisation de cette réunion, notamment à l'Institut français de Turquie à Ankara. Je crois que tous les activistes voudraient un jour prendre la parole devant un groupe nombreux, des problèmes qu'il rencontre et des inquiétudes quant à son avenir, sa vision plutôt pessimiste concernant son avenir. Ce sont tous des messages que l'on est amené à un certain point de partager avec les différents groupes. Le transfert de ce genre d'idées ou d'autres échanges d'expériences est une chose duquel je suis fière de faire. Je m'appelle donc Onat, je suis à l'université de Başkent dans le département des affaires sociales. Je suis d'ailleurs ici juste à la suite de la défense de mon mémoire. Il y avait juste une petite charge dans mon programme aujourd'hui. Mon histoire concernant le changement climatique va jusqu'à mes 4 ans, jusqu'à mes 14 ans. Car je suis sûre que vous le savez, il y avait donc le golfe du Mexique dans lequel il y avait eu un incendie et tout l'incendie avait envahi de façon très dramatique toute cette péninsule. J'avais 12 ans à cette époque-là. J'avais témoigné ces images de la télé et par la suite, on nous avait appris à l'école de ne pas jeter la poubelle par terre et de le jeter plutôt dans les poubelles pour qu'elle soit recyclée. Et c'est en ce sens
qu'on peut dire qu'il y a des comportements et une irresponsabilité au sein de la population qui allait au contraire, à l'encontre de ce qui nous avait été appris et à l'encontre notamment des législations. C'était une question importante qui m'avait beaucoup attristée. Par la suite, j'ai décidé à transformer cette tristesse en une lutte massive. Et c'est dans ce sens que j'ai essayé de me développer, de m'améliorer. Une fois à l'université, évidemment, dû notamment à l'environnement, à l'aura de l'université en Turquie, m'a beaucoup aidée. En ce sens, j'avais fait une année préparatoire en anglais dans une ville en plein milieu de l'Anatolie. Un de mes amis qui se trouvait dans une ville en plein milieu de l'Anatolie m'avait appelé un jour en me disant « Est-ce que ça te dirait d'apporter le sujet du changement climatique ici ?» Je lui ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et donc, on s'est réunis avec un groupe d'amis autour de la question donc, du changement climatique dans cette ville-là. Et c'est ainsi que j'ai commencé à ma carrière de défendeur de l'environnement. Par la suite, j'ai essayé de mettre en place une communauté environnementale universitaire à l'université et par la suite réaliser des organisations ou bien des activités différentes pour la sensibilisation des étudiants. J'ai essayé, à l'occasion de ces différents événements, de transférer toute l'accumulation d'informations que je m'étais faite durant ces années. Et la production de l'information est importante, mais il est aussi important de la transmettre. Évidemment qu'il y a un groupe de personnes qui n'ont pas accès aux universités ou dans les autres centres de production de l'information. Et c'est important donc de transmettre cette information-là à ces groupes-là. Et c'est ainsi que j'ai commencé aux activités d'activisme dans le domaine de l'environnement, de la protection de l'environnement. J'ai participé à l'initiative des Committee for the Environment, Global Shapers Community, et j'ai été le représentant dans le hub de Ankara, dans lequel nous avons réalisé des travaux de justice environnementale, de l'augmentation de la sensibilisation de la population dans les domaines de l'environnement et du changement climatique. Pour moi, comme je l'ai dit, cela avait débuté avec l'incendie au Mexique, mais s'est poursuivi plutôt dans mon pays. Nous avions par la suite fait partie d'une initiative qui avait été lancée par le ministère concerné en Turquie et c'est dans le cadre de cette initiative que j'ai été nommée ambassadeur environnemental qui représentait mon université. J'ai eu l'occasion donc de présenter mon université au Conseil national de l'environnement qui avait été pour la première fois réalisé en Turquie. Et c'est à l'occasion donc de ce conseil que nous avions eu l'occasion donc de se réunir avec les différents acteurs dans le domaine. Et là, on a pu parler des questions comme la justice environnementale, etc. Et j'ai vu que on n'était pas en retard, on était à temps, car on a eu l'occasion donc de nouer d'autres relations avec les différents acteurs. Nous avons eu, par exemple, lors de ces réunions-là, partagé notre déclaration qu'on avait préparée. C'est grâce à ces relations que nous avions pu voir notre déclaration se répandre aux quatre coins du monde. Cela nous a permis d'apporter un coup de pouce massif dans nos activités et c'est ainsi que nous avons pris de l'élan dans nos actions.
J'ai, comme c'est le cas aujourd'hui ici, eu l'occasion par la suite, très régulièrement à prendre la parole dans les instances différentes et de parler sur la question de comment est-ce que nous pouvons apporter des solutions au niveau international, quelle peut être la situation de la coopération au niveau international. J'aimerais maintenant donner la parole à Nathan Métainier. Il vient de la région alpine, France alpine, où il travaille notamment dans la question de changement climatique. Comment est-ce que tu as débuté ta carrière d'activiste? Il est d'ailleurs conseiller dans les Nations Unies et j'aimerais que tu te présentes et que tu exprimes ton histoire. Désolé pour le petit décalage. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir invités, l'ambassade de France, l'Institut français, à nous avoir fait aussi ce parcours en Turquie, de pouvoir rencontrer aussi des activistes ici, des organisations, prendre le pouls de ce qui se fait ici. C'est passionnant et ça permet aussi de déconstruire beaucoup de choses, de mener des réflexions et une grande partie, je pense, de ce que les mouvements de jeunesse ont apporté, s'il fallait les résumer, c'est aussi d'inviter à repenser ces questions, aussi de déconstruire certaines idées et actions qu'on pense être bonnes, etc. Et je pense que s'il y a une des meilleures choses qu'on a réussi à faire, c'est celle-là. Moi, je suis engagé depuis que j'ai 15 ans. Je viens donc des montagnes autour d'une ville qui s'appelle Grenoble en France. Et je me suis engagé d'abord dans mon lycée, donc il y a longtemps, aussi justement essayer de bouger mes camarades qui n'étaient pas forcément très intéressés au moment justement de la COP 21, donc de l'accord de Paris, qui est ce grand moment pour le climat. Et une chose qui m'a marqué, qui a toujours été très très présente dans mon activisme, c'est que bien sûr pendant cette semaine, on avait parlé de beaucoup de questions, notamment de questions qui touchent un petit peu à ce qu'on appelle la fin du monde, hein, c'est-à-dire toutes ces grandes questions d'environnement, de perte de la biodiversité, de réchauffement, d'accentuation de phénomènes naturels, donc de choses qui font peur. Et beaucoup de mes camarades me disaient c'est super d'avoir parlé de la fin du monde toute cette semaine, mais moi je veux qu'on parle de la fin du mois, parce que mes 2 parents sont au chômage. Et donc ça c'est toujours resté, c'est-à-dire ces questions d'action au climat, de faire plus pour réduire les gaz à effet de serre, mais aussi en fait de protéger la nature, c'est des questions qui sont éminemment sociales et qui sont éminemment humaines. Et c'est pour ça qu'un des grands messages qui a été porté par nos mouvements, qu'il a été porté pendant des années, il y a eu le mouvement qu'on appelle le mouvement de Greta, hein, le mouvement des manifestations, qui a été plus ou moins fort en fonction des pays, mais c'est vraiment aussi la mise à l'agenda de cette question de justice climatique, et je suis sûr qu'on pourra revenir dessus, comprendre en fait, d'approcher les solutions pour réduire les gaz à effet de serre, mais en pensant à apporter aussi plus de justice sociale et moins d'inégalité. Et une des choses essentielles dans la justice climatique, c'est bien sûr la question intergénérationnelle, tu en parlais auparavant, c'est-à-dire aussi que finalement, des décisions qui sont prises à échéance pour finalement 2045, 2050, 2053, maintenant je me rappelle qu'en Turquie c'est 2053, je me souviens à la COP qu'on avait beaucoup parlé, pourquoi 2053, etc. Que finalement ces questions-là, elles sont souvent, c'est des décisions qui ne seront pas vécues par les personnes qui les prennent aujourd'hui, bien entendu, puisque la majorité de nos décideurs ont 50, 55 ans, 60 ans, donc ne vont pas vivre l'effet des décisions qu'ils prennent. Or, nous, à 20 ans, 25, etc., vont les vivre et aussi vont vivre les effets des changements climatiques. Et donc, pour moi, c'est toujours été au cœur de mon travail, comment faire en sorte, en fait, qu'il y ait toujours cette dimension intergénérationnelle qui soit prise dans les décisions publiques qui ont pour but de réduire les questions, les changements climatiques ou la perte de la biodiversité et puis tous les autres problèmes qui font partie de ces enjeux-là. Et donc, j'ai participé à créer une organisation à Bruxelles qui s'appelle Generation Climate Europe et qui, en fait, est une coalition qui rassemble une grande partie de tous les mouvements de jeunesse européens
canadien pour justement représenter la voix des jeunes dans les institutions européennes. Et pour tous ces différents combats et puis d'autres initiatives sur lesquelles je passe, d'être nommé en 2020 avec 7 autres jeunes pour conseiller le secrétaire général des Nations Unies, à la fois sur sa stratégie pour le climat, c'est-à-dire les solutions qu'il promeut aux États, parce que l'ONU, c'est avant tout un club d'États, et la mission du secrétaire général des Nations Unies, c'est avant tout de servir les États, et d'apporter aussi cette vision, cette dimension société civile au travail qu'il fait et que ses équipes font, notamment l'UNDP, l'UNESCO et puis toute la grande famille onusienne. Et d'ailleurs, l'UNDP fait beaucoup de choses pour les climats et organise en septembre le Youth for Climate, qui est ce grand événement des jeunes que j'avais co-présidé en septembre dernier avant la pré-COP 26. Et toi, tu étais le délégué canadien. Donc voilà, différents investissements et puis avec en fil la question de la justice climatique et puis de la représentation des jeunes pour apporter cette dimension intergénérationnelle. Super. Merci beaucoup. Ce que je me demande particulièrement, c'est, je vais juste lancer ma question et vous laisser répondre. Concernant l'équité environnementale, comment est-ce que vous la définissez? La justice environnementale. Vous avez parlé de la discrimination, Félix, et la vision différente du Canada sur la question. Mais quand on parle de la justice environnementale, comment est-ce qu'on peut le mettre dans ce contexte? Comment est-ce qu'on le place dans ce contexte? Car chacun a sa propre définition et il ne s'agit pas seulement des droits, d'un corpus de droits inscrits dans les lois. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, cette question de justice environnementale? Qui voudrait prendre la parole? Là, par exemple, c'est pas juste. Alors, pour moi, la justice environnementale, c'est une question dont je me suis rendu compte notamment lors de la période où je vais commencer à participer aux différentes instances, différentes organisations concernant la question climatique. Ensuite, j'ai travaillé donc sur la question des centrales thermiques. Et c'est à l'occasion de ces travaux que j'ai questionné plusieurs fois régulièrement cette question de justice environnementale, car c'est une question sur laquelle il faut absolument se focaliser. Ce n'est pas valable seulement pour la Turquie, mais pour le monde entier. Et c'est ce qu'on a aussi vu durant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a vu qu'on était très dépendant aux ressources naturelles qui se situaient dans la région. Mais le charbon, parmi les fossiles, c'est celui qui est le plus polluant. Donc c'est pourquoi les personnes qui vivent dans les régions où il y a une centrale thermique sont les plus influencées. Et on est allé faire des reportages, des interviews directement avec ces personnes-là pour voir comment cette situation les influence, les affecte. C'était intéressant donc d'écouter leurs idées et c'était l'occasion pour moi de me rapprocher d'une telle population. Mais quand on parle de justice, et quand on parle de ne laisser personne derrière soi, c'est la vision qui s'impose dans la question de la justice environnementale. Il faut tenir compte notamment les groupes vulnérables, les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants sont aujourd'hui sur la planète ces groupes les plus vulnérables qui sont affectés les plus des catastrophes naturelles. Par exemple, en Inde. En Inde, les femmes portent des vêtements qui causent justement à leur mort lors des inondations. Et c'est une question très, très niche qu'il faut prendre en considération. Quand on travaillait au début sur cette question-là, on
songé surtout sur les questions des sources, enfin des pays qui avaient le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on a commencé à questionner de ce point de vue-là. Et c'était le point de départ dont j'avais pour que je puisse travailler sur la question de la justice environnementale. On voit que les populations qui vivent dans des pays plus élevés, à un niveau élevé, qui ont des revenus élevés, sont plus tranquilles. Si l'on prend par contre les cas des pays africains, en les comparant donc à ces pays plutôt aisés, on voit qu'ils sont les plus vulnérables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé sur la question avec les ONG. Par la suite, j'ai poursuivi à questionner la question donc de la justice environnementale lorsque je travaillais sur les centrales thermiques. Et par la suite, j'ai aussi travaillé sur cette question lors du sommet Éco et Climat en Turquie. Par contre, alors qu'aujourd'hui, d'un côté, on parle de ces questions environnementales et que de l'autre côté, il s'agit d'un brainwashing, on ne peut pas obtenir de résultats concrets. Donc, Nouraï, tu nous as donné l'exemple, tu nous as traité cette question de justice environnementale dans le cadre, avec une vision un peu des liens, en faisant le lien entre le capitalisme et ces groupes vulnérables. Il y avait des idées qui ne répondaient pas à la vision des jeunes, et alors que les jeunes sont ceux qui vont être affectés des décisions qui vont être adoptées. Cette justice environnementale, comment tu l'évaluerais? Félix? Oui, bah, en fait, il y a tellement de niveaux, à la question, mais aussi juste au thème de la crise climatique. On parlait un peu plus tôt ouais, par où l'aborder, mais par exemple, je pense à quel genre d'emploi, quel genre de futur on peut avoir aussi, qu'est-ce qui est prometteur, par exemple. Donc, pourquoi est-ce que tant de personnes qui travaillent, soit dans le climat ou en environnement, ou nous-mêmes qui étudions dans ces domaines-là, pourquoi est-ce que pratiquement tous mes collègues aussi se retrouvent à devoir travailler pour des grandes banques, des grandes entreprises ou seulement aller dans le secteur privé? Il y a aussi donc, je fais une pause de cette parenthèse. Donc, on va là. Après, au Canada, par exemple, le coût des loyers explose. C'est à peu près impossible aujourd'hui d'acheter une maison, être propriétaire. Les seuls qui peuvent, c'est avec l'aide des parents qui sont très aisés, parce que sinon, c'est à peu près impossible. Et donc, en fait, juste là, ici, on voit le lien économie-environnement. Donc, de vouloir ou pouvoir participer à l'économie, de pouvoir acheter une maison, de pouvoir participer comme nos parents l'ont fait dans le système économique, n'est pas possible à moins qu'on travaille pour de grandes industries ou le secteur privé, eux surtout qui sont aujourd'hui les plus polluantes, donc les grandes banques, McKinsey, les compagnies de consulting, etc. Donc, par exemple, ici, il y a clairement juste une injustice dans la manière dont l'économie est structurée, qui profite, qui a le droit de polluer, qui profite de cette pollution, de ces extractions et tout ça, et comment est-ce que en fait, les liens sont parfois plus complexes, parfois très simples à faire, mais clairement entre l'explosion des coûts de logement, donc le droit au logement, le droit au loyer, le droit d'avoir un toit, et les liens environnementaux et l'action de s'engager aussi dans la société. En fait, aujourd'hui, c'est presque faire un vœu de pauvreté. On accepte pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir nous assurer un futur soutenable. On accepte aussi de simplement pas participer de la même manière dont nos collègues ou nos parents ont pu le faire dans l'économie. Donc, il y a aussi, oui, tu as parlé un peu de justice internationale entre les pays riches, les pays qui le sont moins. Il y a une responsabilité historique de décarboner tout ça, mais il y a tellement d'angles à aborder au niveau des injustices et d'adresser tout ça.
Et bah oui, juste niveau boulot, maison, économie, environnement, c'est une autre injustice qui me paraît... on est obligé en fait d'adresser tout ça ensemble parce que sinon on a juste simplement personne qui va vouloir travailler ou pouvoir travailler sur les questions climatiques et environnementales si on nous ferme la porte à l'accès à la propriété ou à l'économie. Mesela On a suivi la COP 26 et Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, avait dit lui-même sortez dans les rues. Et les jeunes n'ont pas pu rentrer dans la COP 26 dans les pays développés, par exemple, pour les dommages et pour les pertes, on souhaitait que les finances soient évoquées et du point de vue de la perspective climatique pour les jeunes, au sujet de la COP 26 et de la COP 27 qui va être organisée, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que est-ce que, par exemple, vous voulez dire, ça suffit, on ne veut plus entendre cela, maintenant ce qu'on va entendre, c'est autre chose. Est-ce que tu aurais une remarque de la sorte, Nathan? Mais pour moi, c'est vraiment deux choses. La première, c'est, et je vais répondre aux deux questions aussi sur climate justice. Au niveau international, les questions de justice climatique ont été beaucoup discutées et l'un des grands outils qui a été décidé par les États, c'est de reconnaître la responsabilité d'un Nord, en tout cas de quelques pays extrêmement développés, par rapport aux émissions qui ont été produites. Et c'est donc cet objectif et surtout cet engagement chaque année de donner 100 milliards des pays les plus développés vers les pays en développement pour s'assurer que leur développement soit le plus vert possible. C'était ça l'idée. Le problème, c'est que, en fait, aujourd'hui, les pays du Nord disent ben, nous, en fait, on donne pratiquement ces 100 milliards chaque année aux pays du Sud ou en voie de développement. Par exemple, la Turquie en fait partie de plusieurs accords, notamment avec la France, dans le cadre duquel la France donne à hauteur, je crois, de quelques milliards, ou en tout cas quelques centaines de millions chaque année. Mais le problème de ça, c'est que les pays du Sud, eux, disent, ben non, en fait, nous, quand on fait les calculs, on ne reçoit à peine que 10 milliards sur ces 100 milliards qu'on a demandé. Et en fait, la question, elle est très très importante, c'est la question du calcul. En fait, les pays du Nord, souvent, donnent cet argent en demandant des contreparties. Ces contreparties, ça peut être, ben, nous allons vous financer des énergies renouvelables, mais vous devrez utiliser telle entreprise qui va les produire, les concevoir dans mon propre pays. Et donc c'est là aussi où l'hypocrisie est énorme. C'est-à-dire que les pays du Nord disent « mais non, nous on vous donne l'argent », les pays du Sud disent bah, « nous en fait on ne reçoit pas cet argent », ou si on le reçoit avec tellement de contreparties et tellement de justifications à faire, ça ne fonctionne pas. Donc pour moi la première chose elle est là, elle n'est pas sur la quantité d'argent, elle est sur la manière avec laquelle l'argent est dommé et l'hypocrisie avec laquelle les pays du Nord, dont mon propre pays, la France, continuent de maintenir des relations coloniales avec certains pays, mais c'est le cas aussi pratiquement de tous les pays du Nord. Ça, c'est la première chose, et c'est donc forcément aussi ce que j'attends de la COP27 et ce que j'attendais de la COP26, à la fois que l'argent soit sur la table, mais que cet argent soit donné d'une manière qui soit juste. Et la deuxième chose pour moi qui est très importante dans les questions de justice climatique et aussi des COP, c'est la question du local. Parce que très clairement, aujourd'hui, on a conçu la question du climat en général d'un État à un autre État, d'une question en fait de gouvernance globale. Mais en fait, les changements climatiques, c'est bien plus que ça. Je veux dire, c'est à la fois des groupes qui se battent dans l'Amazonie pour que les arbres ne soient pas coupés, mais aussi ce que tu racontais sur l'Inde ou sur l'Afrique, mais aussi en fait des populations, par exemple en France ou aux États-Unis, qui vivent à côté des grandes autoroutes, qui sont donc les plus victimes de la pollution. Et très souvent, ces populations-là, par exemple, sont noires ou issues de l'immigration. Donc c'est là où la question du climat, c'est une question aussi de démocratie, c'est une question de participation, c'est de s'assurer que ceux qui sont historiquement les plus marginalisés et les plus discriminés peuvent avoir leur voix représentée sur ces questions-là, parce que très souvent, c'est ceux qui font face
à la pollution, au changement climatique, plus que tout autre. Donc moi, je travaille beaucoup, et c'est ce que j'attends de la COP27 très précisément, je travaille à l'élaboration du premier fonds de la jeunesse pour la justice climatique. Et donc, on va faire une grande levée de fonds à la COP27 pour justement financer des groupes tout à la fois marginalisés qui se battent sur la justice climatique dans les pays les plus riches de la planète, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, etc. Et puis, bien sûr, financer des groupes qui se battent tous les jours pour ces sujets-là au niveau le plus local, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, ici en Turquie. Et ce déplacement en fait tout à fait partie, de rencontrer des jeunes dans le futur. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi concrètes sur lesquelles on travaille. La mobilisation de ressources, à la fin de la journée, c'est aussi de trouver de l'argent pour faire notre travail. Voilà. On a au sujet de la justice environnementale, on a entendu parler du système capitaliste, du cycle économique, mais où est la nature? Où est la biodiversité? On parle de la justice environnementale, tu la mets où en tant qu'ambassadeur de l'environnement? J'aimerais parler de l'aspect humanitaire. D'abord, il y a des années de cela, en 2014 ou 2015, je crois, pour moi ça fait très longtemps, oui, mais pas pour vous peut-être. La perception du temps est différente pour chacun, bien sûr. En 2014-2015, est-ce qu'on peut lui demander de rapprocher son microphone? Il y avait un film qui avait été visionné dans différentes... Et nous avons eu l'occasion de participer avec différents films, avec des films tournés dans différentes régions de la Turquie, sur la liberté de l'expression et la liberté de penser. Et il y avait deux autres films et deux autres équipes qui nous avaient rejoints, l'un de Batman, de l'est de la Turquie, et l'autre de Soma, de l'ouest de la Turquie. Soma, c'est une zone de carrière, mais le film venant de Batman, de l'est de la Turquie, et je n'étais pas en âge de pouvoir comprendre exactement la situation. Et j'avais des jeunes collègues qui étaient plus jeunes que moi, et on avait sympathisé avec eux. Ils avaient tourné un film dans le camp de réfugiés et essayé de raconter leur histoire. Et lorsqu'on parlait, pendant une pause, et ce qu'ils m'avaient dit, c'est qu'ils s'étaient enfuis du camp à pieds nus, et ils avaient parcouru des kilomètres et des kilomètres à pieds nus pour arriver à la frontière turque. Et ils n'avaient rien pu faire, mais ils se sont retrouvés avec une nouvelle crise dans un nouveau pays. Donc, plus je me suis concentré sur la justice environnementale et la crise climatique, j'ai commencé à me poser de nouvelles questions à travers les articles que j'ai lus, les documentaires que j'ai visionnés. Avec la guerre civile qui a éclaté en Syrie, on peut dire également que, avec les exodes qui ont été véhiculés, elles sont dues également au changement climatique, à la crise climatique aussi en Syrie. Et cela nous conduit au fait que lorsque l'on parle de la justice environnementale, des organisations internationales, de la COP, des différentes réunions des Nations Unies, est-ce que l'on protège vraiment fidèlement les droits des réfugiés, des migrants? J'essaie d'exprimer ce sujet parce que, comme Nathan l'a indiqué, c'est peut-être une des démarches les plus importantes à entreprendre pour la COP 27, celle du local, un sommet qui devrait se concentrer sur la question des réfugiés, des migrants, de la migration forcée, et qui devrait être traité par la COP également. Ce n'est peut-être qu'ainsi qu'on pourra apporter une solution à un segment de la crise de la justice environnementale. J'ai voulu parler de ce sujet. Et pour ce qui est de la nature, je vais en arriver. Comme vous le savez, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et
Il y a eu une déclaration réalisée par Biden en Pologne également, une longue déclaration. Et lorsque on avait écouté sa déclaration, pour les pays de l'Europe centrale, il avait fait un appel à ces pays, leur avait demandé de passer aux énergies renouvelables en stoppant de consommer les fossiles. Et en écoutant cette déclaration, je me demandais, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une guerre? Est-ce qu'un pays qui est riche en gaz naturel, en pétrole, etc., devait vraiment entrer en guerre? Nous avions eu déjà la pandémie. On aurait pu parler de la justice sanitaire et de la distribution équitable de ces ressources et de ces moyens. Et on aurait pu, après une pandémie, ne pas avoir eu besoin d'une telle guerre. Et quelle est la place de la nature dans tout cela? Si j'étais un magistrat, et si la nature était une personne morale en face de moi, une personne physique, et de l'autre côté, il y avait un individu représentant l'humanité, le désaccord entre eux, le conflit entre eux, aurait penché bien sûr en faveur de la nature. Car le coupable, bien sûr, c'est nous. La crise environnementale, le changement climatique, etc. Il y a des approches sectorielles, etc., qui essayent de minimiser l'impact de l'être humain, mais nous sommes ceux qui ont fait commencer cette guerre, et si j'étais magistrat, j'aurais bien sûr tranché en faveur de la nature. Car on détruit la nature, par exemple, les Amazones, en Indonésie, pour que nos produits commerciaux puissent utiliser certaines huiles. En Australie, on a vu les incendies, les forêts méditerranéennes du sud de la Turquie également. Toute la zone méditerranéenne a été dévastée par les incendies de forêt. Dans le nord, par exemple, dans la mer Noire de la Turquie, il y a toujours des inondations qui sont vécues, qui auraient pu être prévenues, mais elles ne sont jamais prévenues. Le fait qu'elles augmentent au fur et à mesure nous montre qu'il y a une injustice. Et ce n'est pas simplement la dimension humanitaire, mais également une faute que nous commettons envers la justice, envers la nature. Nos 4-5 dernières minutes, c'est vrai, c'est vraiment triste, parce qu'on a encore beaucoup de choses que l'on souhaite raconter. Je vais adresser une dernière question. En 1972, à Stockholm, les Nations Unies ont, avec les autres pays, parlé de la relation entre l'homme et la nature. Et le texte de Stockholm est apparu, et 50 ans plus tard, en 2022, avec le soutien du gouvernement suédois, le programme de développement des Nations Unies, la PNUD, réalise des travaux, des projets, et un processus de concertation a commencé. Et chacun peut exprimer ses idées en saisissant la page internet de la PNUD, mais en 2072, si quelqu'un venait vous dire « vous avez échoué, vous avez raté », et il y a eu des fluctuations, des vagues de chaleur, de température, vous n'avez pas réussi à résoudre la crise environnementale, la crise climatique, qu'est-ce que vous leur répondriez? Est-ce que vous continueriez à travailler, ou qu'est-ce que vous leur répondriez? Ou si oui et non, pourquoi? Ceux qui veulent commencer peuvent prendre la parole, parce qu'on va bientôt arriver en 2072 si on attend de répondre. Moi, j'aurais continué. Parce que, pas simplement par la bonne intention, parce qu'on a besoin de continuer. Dans notre pays ou dans notre géographie, on dit en général que le prophète Abraham est sur le mont Nemrut, et il voit qu'une fourmi transporte de l'eau. Et l'aigle qui aperçoit cela lui demande pourquoi est-ce que tu transportes cette goutte d'eau, parce que la petite goutte d'eau que tu transportes ne va pas éteindre l'incendie. Et la fourmi répond pour qu'on voit de quel camp nous sommes. Et lorsqu'on sera en 2072, si je meurs dans mon lit en raison des fluctuations de température, je pourrais me dire, est-ce que j'ai été du bon côté ou du mauvais côté? J'ai essayé de faire ce qui était juste, je me dirais, mais malheureusement, j'ai échoué dans la tâche que je m'étais imposée, et je n'ai pas réussi à sensibiliser les preneurs de décision
à ce sujet et finalement, en conséquence, nous avons échoué. Et parce que ceux qui prennent les décisions à certains niveaux n'ont pas intégré notre avis. Le système économique, le système sectoriel, on voit que tout le monde essaie de respecter ce système, alors que l'intégration de la jeunesse est importante parce que la jeunesse ne dépend d'aucun de ces partis, alors que les autres sont interdépendants tous les uns des autres. Alors que moi, en tant que jeune, je n'ai d'accord avec quiconque et je peux exprimer librement mes idées sans aucune objection. Je n'ai pas de frontières ni de limites dans mes pensées. Mais peut-être que 5 ans ou 10 ans plus tard, ce ne sera pas le cas, comme l'a indiqué Félix, je crois, alors qu'à présent nous avons cette liberté, nous pouvons l'exprimer librement et nous engager comme nous le voulons pour qu'en 2072, nous soyons du bon côté. Mais si nous échouons, ce sera triste. Je continue. La conférence de l'être humain et de l'environnement qui avait commencé en 1972 avait jeté les premières bases de la durabilité et ensuite un rapport avait été préparé et indiquant que les besoins d'aujourd'hui doivent être considérés et répondus en tenant compte des besoins des générations à venir. Cela veut dire que avec ces rapports de Brundtland en 2072, avec les objectifs de développement millénaire et les 17 objectifs de développement durable de 2030, cela voudrait dire qu'ils ont tous échoué et que toutes les conférences des partis, les COP, ont également échoué. Et tous ceux que nous exprimons aujourd'hui, que nous débattons entre nous, n'ont pu toucher les politiciens. Mais ce que je peux rajouter, c'est qu'en tant qu'ambassadrice d'environnement, comme j'ai commencé à travailler au ministère, je pense que je peux essayer d'aider et de servir de médiation pour sensibiliser et convaincre ceux qui prennent les décisions dans les autorités, car les jeunes, lorsque nous nous sommes préparés en 2 semaines au Conseil environnemental, nous avons exprimé nos idées. Il y avait 200 ambassadeurs de l'environnement qui ne se connaissaient pas les uns les autres, qui étaient tous des gens venus de différents coins. Et le point qui nous permettait de nous rassembler, c'était le changement climatique. Le processus démocratique de coordination et de dialogue a été si bien géré qu'en 2 semaines, avec 13 principaux titres, nous avons pu regrouper les différentes thématiques sans qu'il y ait un problème majeur qui soit survenu entre nous. Et je ne connais aucune personne, je ne sais pas si tel ou un tel était le fils, la fille d'un ministre ou non, mais je sais que ce n'était pas le cas. Et nous avons pu voir que plus nos connaissances augmentent, plus nous pouvons atteindre certaines autorités. Et j'ai la conscience tranquille, car je vois que nous pouvons faire un changement, une différence. Et à part cela, à ce niveau, les jeunes, le fait qu'ils ne soient pas intégrés dans les plans, dans les projets, signifie que pour le changement climatique, il y a toujours une audience qui n'est pas intégrée. Et si en 2072 la situation est négative, cela voudra dire que le processus d'intégration des différentes audiences n'a pas été répandu. Cela est un point négatif, certes, mais cela sera également une expérience cumulative. Des expériences auront été faites. L'important sera de voir si nous pourrons en tirer des leçons. Et en 2072, je serai également âgé. Et je pense que je serai en état de faire l'évaluation et de dire que j'ai fait de mon possible, j'ai déployé des efforts et j'ai essayé de réussir. Mais si on a échoué, c'est peut-être que j'ai commis des erreurs à certaines étapes et ceux qui prennent les décisions ont également commis des erreurs, que ce n'était pas la bonne voie et on pourra essayer d'essayer de sauver ce qui reste. De l'environnement au Canada est un ancien écolo, un activiste environnemental, et quand il a été nommé ministre, se vantait d'avoir pu participer, d'avoir l'expérience de 25 COP. Mais la réponse était très simple de notre part. On n'a pas le privilège d'avoir, nous, l'expérience de 25 COP. L'idée, c'est de limiter le plus possible, de ne plus avoir besoin de COP qui n'avancent pas, parce que c'est
absurde aujourd'hui de penser que les COP sont plus vieilles que nous. En fait, les COP ont commencé avant même que je naisse. Et on n'a simplement pas ce privilège. Et donc, si en 2072, on n'a pas... c'est toujours un échec, en fait. Je pense que j'aurais juste pas de parole et je pourrais juste même pas y réfléchir parce qu'il est beaucoup trop tard. Et c'est la responsabilité qu'on a à chaque jour et à chaque mois et à chaque année de faire avancer la question parce qu'il n'y aura pas 25 COP devant moi. Oui, très rapidement, je pense que pour moi, la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a une immense question qui est, j'utilise le mot démocratique, mais ça ne veut pas dire je suis pour un système ou un autre, ou pour un modèle ou un autre, mais dans le sens où aujourd'hui, les frustrations vont augmenter. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus frustrés. Je pense que nous, les jeunes, on l'a dit fort, que cette éco-anxiété et que cette inaction était une grande frustration. Mais je pense que la frustration va être de plus en plus partagée par tous. Bien sûr, elle l'est déjà par ceux qui sont victimes des changements climatiques, mais elle va l'être de plus en plus aussi parmi les élites. Je pense qu'ici, par exemple à Ankara, que tu sois le plus pauvre ou le plus riche, tu vas vivre de plus en plus de canicules, tu vas vivre de plus en plus d'insectes désagréables qui vont venir dans ta vie. Ça va être de plus en plus compliqué de se déplacer facilement. Donc, tout le monde va commencer à être de plus en plus frustré. Et Hannah Arendt nous disait, la frustration, c'est ce qui mène aux plus belles choses ou aux pires choses. Et on voit bien en ce moment aussi où la frustration peut nous mener. Donc pour moi, la vraie question, elle est comment on reconstruit des sociétés qui soient inclusives, qui soient accueillantes de la diversité. Et je dis ça aussi parce que nos grandes démocraties de l'Ouest sont extrêmement malades. Et pour moi, c'est aussi à cause du fait qu'on a négligé des grandes parties de la population et qu'on n'a pas inclus dans la participation et la création des politiques une grande partie de la population. Donc pour moi, la question ici, elle est éminemment sociale, de comment on s'assure d'utiliser cette frustration pour construire une société qui soit juste, qui soit durable, qui soit plus soutenable. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit aussi sur toute action pour le climat, pour l'environnement n'est pas forcément positive. Il faut toujours être critique et regarder qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'il faut toujours penser qui design ces solutions, qui est bénéficiaire de ces solutions. Et puis, bien sûr, ça change l'action qui est faite derrière. Super. J'ai beaucoup de questions, mais j'aimerais donner maintenant la parole à l'audience. Est-ce que vous avez des questions pour ces 4 activistes? Je ne sais pas si on a assez de temps, mais... Donc j'aimerais donner la parole aux plus jeunes d'entre vous. D'accord, on va commencer par ce monsieur. Donc je vous ai écouté attentivement. Juste une question que vous n'avez pas traitée, la dimension technique de cette question-là. Comment est-ce que nous pouvons expliquer la dimension technique de cette question? Les présentations qui ont été faites, les interventions qui ont été faites, incluaient surtout des sujets un peu plus faciles, entre guillemets. Ce qui est important, c'est la dimension technique. Il faut absolument transmettre cette question à la population. Il faut aussi apporter un soutien, des efforts dans ce sens-là. Les personnes ne sont pas conscients des conséquences de ce changement climatique, de ces problèmes climatiques. Il faut apporter une dimension technique pour représenter les conséquences. Donc, on a beaucoup parlé ici, je ne le dis pas d'un point de vue négatif, mais je pense qu'il est important de traiter la question en profondeur et le transmettre à la population en disant qu'il n'y a plus de retour. On est dans un point où on ne peut pas aller en arrière et leur expliquer les conséquences non seulement qui les affecteront, mais aussi qui affecteraient la génération suivante pour qu'on puisse sensibiliser davantage la population. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Ali Engin Ova. Et ma question, c'est cette question de climat
est-ce qu'elle peut être reflétée à la population sous la dimension technique? Comment est-ce qu'on peut sensibiliser la population d'un point de vue technique, et notamment lorsqu'on fait face à une catastrophe, entre guillemets, comment est-ce qu'on aurait pu la prévenir? On peut l'expliquer, on peut sensibiliser la population en apportant ces cas et en apportant une dimension technique. Est-ce que vous voulez y répondre tout de suite ou car chaque question sera répondue par une seule personne? Qui veut répondre? On prend tout. 5 ans avant, j'avais entamé un travail dans le quartier de Polatl. J'ai eu des interviews avec les agriculteurs en leur demandant qu'est-ce que c'est le changement climatique pour vous, qu'est-ce que ça vous dit? Ces agriculteurs sont les personnes et le secteur qui est le plus influencé du changement climatique et directement influencé par le changement climatique en raison des produits qu'ils produisent, qu'ils traitent. Et j'ai pensé qu'ils auraient eu une idée concernant le changement climatique. Cependant, certains d'entre eux savaient ce qui était le changement climatique, la déshydratation des terres, etc. Mais une grande autre partie ne savait rien de changement climatique. Ils se fondaient sur la religion, sur sa croyance en disant Dieu a créé, Dieu nous a créés, c'est Dieu qui a décidé. Et ils pensaient tous que c'est ce qui se passait récemment au niveau du climat étaient les répercussions du bon Dieu. Et j'ai aussi réalisé très récemment une autre interview, il y a quelques années, et j'ai vu que le point de vue avait complètement changé. Donc il y a eu une sensibilisation générale au sein des agriculteurs. Ils savaient ce qu'était le changement climatique et ce qu'il peut avoir de conclusions sur l'agriculture, par exemple. Donc ce que je veux dire par cette histoire, c'est qu'une sensibilisation est très importante. On peut apporter des formations sur la question, secteur par secteur. Par exemple, dans le secteur de l'agriculture, on pouvait apporter des formations techniques, une formation professionnelle de sensibilisation sur le changement climatique et de ses effets. Une fois qu'on aurait pu les convaincre sur la question, évidemment, et c'est ainsi que nous pourrions avoir des conséquences beaucoup plus concrètes. J'aimerais maintenant prendre la deuxième question, encore des premiers rangs. Votre nom, prénom, s'il vous plaît, avant de poser votre question. Je m'appelle Omut Bagan, je suis directeur des affaires internationales dans la municipalité de Chankaya. J'étais aussi responsable d'innovation dans la municipalité de Nilüfer. Je suis moi aussi, j'ai débuté ma carrière en tant qu'activiste climatique, environnemental et j'ai voulu le faire, notamment pour ne pas faire partie de ce groupe d'agriculteurs qui ne savaient rien de changement climatique. Et moi aussi, parmi les bureaucrates dans l'environnement où je me trouvais, j'avais beaucoup de mal à expliquer cette question, l'importance de cette question. Donc j'avais quelques remarques à faire et ensuite une petite question. Vous aviez parlé de la participation de la jeunesse sur la question, c'est très important, je suis d'accord. Moi aussi, quand j'étais activiste jeune, on nous disait toujours de participer davantage dans le processus de décision ou si nécessaire d'aller dans la rue. Mais oui, il est important à ce stade, donc pour que cela soit fait, d'apporter une sensibilisation au niveau de la population. C'est ainsi que nous pourrions obtenir de résultats plus concrets à la suite de nos activités, car chaque processus n'ayant pas échoué, ce sont les processus qui avaient apporté une participation de la population. Donc, il est important que ces jeunes activistes demandent plus. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que les jeunes soient plus actifs dans la question? Est-ce qu'on peut réaliser des travaux plus spécifiques pour augmenter la participation de la jeunesse sur la question? De l'autre côté, nous avons commencé en tant que la municipalité de Chankaya à réaliser des travaux dans la question climatique aussi. Donc, nos portes sont ouvertes pour nos conseils. Est-ce qu'il y a votre question est
Pour qui? Alors, elle est au milieu. Si quelqu'un veut y répondre, il pourrait prendre la parole. Donc, qui veut prendre la parole? Mis à part Nouraï. S'il vous plaît, prenez la parole. Merci beaucoup pour la question. Très brièvement, concernant la technique, la dimension technique aussi, et votre question aussi est très importante. Concernant la dimension technique, c'est une question qui existe, et les travaux existent depuis longtemps. Dans l'activisme environnemental et climatique, il est important de déterminer si on a pu passer à la phase numéro 2, c'est-à-dire la phase de sensibilisation, dans lequel les exemples négatifs sont plus, comme les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, car les crises environnementaux et les changements climatiques étaient définis comme des catastrophes naturelles au niveau mondial. C'était des questions qui concernaient toute la planète. C'est pour cela que ça ne concernait pas peut-être tout le monde à cette époque-là. Et on avait beaucoup d'exemples négatifs. Et par la suite, l'étape suivante, c'est justement la nécessité, c'est où la nécessité de la participation de la jeunesse naît, comme vous l'avez dit. En fait, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Vraiment. Car aujourd'hui, je pense que Nathan et Félix aussi visitent depuis un certain temps les lycées et ils discutent avec les lycéens, avec les étudiants, qu'ils ont sûrement eux aussi constaté que les jeunes étaient donc concernés par cette question de changement climatique. Cependant, notre problème plus important, c'était la bureaucratie qui était plus lâchée, en fait. La bureaucratie lente, en quelque sorte. Donc, il faut que nous traitons cette question déjà de bureaucratie lente. Il faut apporter un certain dynamisme. Et comment est-ce qu'on va le faire? Avec la participation des jeunes. Donc, ce qui est important ici, c'est d'avoir accès à la jeunesse avec les réseaux sociaux. 80 à 90% des jeunes aujourd'hui est un niveau très utopique. Mais même une augmentation de 10% de sensibilisation, et le potentiel existe aujourd'hui, que ce soit à la municipalité de Chankaya ou autre municipalité. Si vous avez une organisation incluant les jeunes, il faut absolument y contribuer, y poursuivre les travaux en ce sens. Car nous sommes conscients, nous, que le changement climatique est une menace sur toute la population actuelle, mais aussi aux voisins, mais aussi pour le futur de toute la planète, de tous nos voisins, de tous les pays voisins. Et c'est à ce stade-là que nous avons besoin de votre assistance pour qu'une analyse, une évaluation soit faite. Mais on n'a pas, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, grand-chose à faire. Il faut absolument... en fait, il est très facile de joindre les jeunes. Et c'est avec la participation de ces jeunes que la sensibilisation augmentera au fur et à mesure du temps. Il est important d'inclure aussi les décideurs. Je m'excuse vraiment. Je sais qu'il y a plusieurs questions. Il y a encore 4 questions que je vais prendre. Peut-être que vous pouvez poser vos questions par la suite, mais on n'a vraiment pas de temps. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Zeynep Unsal. Je représente Ankarax. Ankarax est une institution, une initiative sociale qui travaille dans l'innovation et la créativité. Nous essayons aussi de fournir un point de vue de la jeunesse dans les différents domaines et secteurs. Nous travaillons aussi dans l'architecture et nous tenons
compte de la durabilité, de la question de la durabilité. Nous avions aussi donc publié un manifeste sur la question. Juste apporter quelques informations concernant les sujets qui avaient été traités. Ce que nous disons toujours, c'est que l'avenir change. Mais ce que change, en fait, c'est l'avenir des jeunes. Donc, je pense, moi, qu'il faut profiter même du jour même, car nous sommes actifs nous œuvrons pour les jeunes, mais nous sommes aussi les jeunes d'aujourd'hui. Mais quand on culpabilise la population, les peuples, l'être humain, moi je suis née en 98 et c'était pas moi qui avait laissé plusieurs usines inaugurées. C'était pas moi qui avait permis à plusieurs usines de polluer la terre. Et donc, je suis aujourd'hui pour l'idée que l'être humain ne peut pas sauver la nature, mais peut œuvrer pour l'adaptation à la nature. Il faut que nous apprenions à nous adapter, à vivre tout en de façon adaptée à la nature. Et je pense que c'est la source des solutions que nous pouvons apporter pour l'avenir, car les problèmes climatiques aujourd'hui, elles sont insolvables. Et c'est par là que j'ai une question. En tant que les jeunes d'aujourd'hui, une fois que vous sortirez d'ici, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pensez faire pour... Quel est le prospectus à nous fournir? Est-ce que tu peux poser ta question directement à une personne? Oui. Je choisis Félix. Pas bon. Ah oui, bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je pense que c'est un peu une question qu'on se pose tout le temps. En fait, moi, j'ai l'impression que j'ai pas le choix de continuer. Je pense aussi en œuvrant, en travaillant dans ce domaine, on développe malgré tout une expertise. On a une voix qui est écoutée, souvent, pas tout le temps, mais donc je pense trouver des moyens de continuer à se créer une carrière qui est un peu alternative, en évitant d'aller dans les grandes banques, en évitant d'aller dans les grands... En fait, dans la manière dont l'économie est structurée aujourd'hui, ce qui me permettrait de vivre confortablement, c'est de trouver une manière de continuer, soit à travers, je pense qu'il y a encore des poches, est-ce que ce soit à travers la recherche, l'université, est-ce que ce soit à travers certains médias, la communication, l'action politique. Je pense qu'il y a une manière de continuer à concilier activisme, volonté de changement et travail pour le bien-être et à essayer de se faire une vie. Et voilà, moi, je pense que chacun essaie de trouver aussi ce qui lui permet de concilier. En fait, c'est des questions difficiles. On essaie de s'assurer un futur qui n'est pas promis comme étant très agréable. Mais comme tu l'as dit, comment est-ce qu'on peut travailler avec le plaisir, la créativité, l'amour? Et en fait, il faut faire aussi ce qu'on aime tout en... améliorant la planète, améliorant le sort des gens, de nos voisins, de notre famille et des gens qu'on aime. Donc, en fait, la réponse est pour moi, je pense, c'est à travers la recherche et l'activisme et continuer à naviguer dans ça. Ensuite, juste pour aussi faire le pont un peu sur la participation des jeunes, la question technique, sincèrement, la question technique, c'est ce qui est discuté depuis tellement longtemps. Quand on regarde les déclarations des gouvernements, c'est toujours telle nouvelle technologie, tel nouvel investissement, telle nouvelle solution d'énergie renouvelable, mais jamais on parle de démocratie, jamais on parle de politique, jamais on parle de changement de société. Quand on regarde où vont les sous philanthropiques, à peu près tout va dans des espèces de centres de recherche pour des technologies nouvelles
mais 1 ou 2% de ces 1 ou 2% qui vont au climat vont réellement dans le changement politique, changement social. Et donc, oui, on a un discours, ben, c'est peut-être facile de le tenir, mais en fait, il est difficile parce qu'il n'est pas soutenu financièrement, il n'a aucune ressource. Quand on parle, en fait, dans nos élites, au gouvernement ou à des entreprises, si on parle de changement politique, c'est la première chose, c'est refuser de nous écouter, de nous dire, oui, il faut changer nos infrastructures, voici des investissements, mais jamais est-ce qu'ils veulent déranger le système de classe, le système de pouvoir et ce qui les maintient. Et puis, je pense que les jeunes aujourd'hui, du fait d'arriver non seulement dans une planète qui est complètement malsaine, mais un système économique qui est pollué et complètement malsain aussi, on se rend compte nous-mêmes, même en ne pas travailler sur la question climatique, ben, inévitablement, que ce soit la lutte pour avoir du logement abordable ou la lutte pour avoir des aires protégées ou une lutte pour avoir une démocratie ou peu importe, on finit toujours par retrouver des racines qui sont similaires. Le nœud du problème se retrouve à ben, des oppressions, à des inégalités et tout ça. Et en fait, les enjeux sociaux sont les plus complexes et les plus difficiles à résoudre. Et le côté technique est celui qui reçoit aujourd'hui le plus d'investissements et le plus d'efforts des gouvernements et du secteur privé. Et de là, le défi de tenir ce discours qui semble facile, mais en fait, combien de fois il faut répéter que depuis 40 ans, on nous parle de nouvelles énergies, de nouvelles infrastructures, tout ça, et clairement, on ne va pas dans la bonne direction. Donc moi, je n'ai pas non plus... J'aimerais bien que ce soit aussi simple qu'on change un moteur à essence à un moteur électrique ou qu'on passe d'une agriculture polluante à une agriculture adaptée, pas polluante, mais clairement, ça ne marche pas. Donc, ça prend autre chose. Et en fait, je pense que la question sociale est la plus complexe, la plus difficile. Et de se trouver une carrière à travers ça et un futur est encore aussi compliqué pour pouvoir se garantir juste un niveau de vie qui est respectable et acceptable dans ce monde. Voilà. Super. Sophie. Okay. Sophie. 3 dernières questions. On peut prendre la question de tout derrière. Votre nom et la personne à laquelle vous souhaitez adresser votre question. Bonjour, Alper Canekidje. Comme vous le savez, au mois de mars, la Commission européenne a adopté une régulation MICA qui a été votée. Et avec ce texte, ce texte de régulation, à l'approche du vote, on a parlé de l'impact sur l'environnement de ces cryptos, bien que dans le texte final, cela n'a pas été adopté. L'Europe, au sujet de cela, a une réticence, une inquiétude avec la technologie blockchain. Est-ce que cela est un développement, selon vous, positif ou une nouvelle menace dans la crise climatique? Vas-y. De la régulation de l'Union européenne et surtout encore moins des crypto-monnaies. Mais peut-être, Félix, tu as un mot à dire là-dessus. Cela dit, pendant le voyage en Turquie, on a beaucoup entendu parler du métaverse. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'on n'en parle pas du tout, ni en Europe, ni en Amérique du Nord, pas tant que ça, enfin, en tout cas dans nos cercles. Ouais, peut-être aux États-Unis. Enfin bon, très intéressant. Ouais. Je sais pas, en fait, je pense qu'il y a, quand on parlait de l'intelligence artificielle ou du blockchain ou justement ces solutions, premièrement, il n'y a aucune seule solution qui va sauver quoi que ce soit. C'est justement un changement systémique et tout le monde doit y mettre la main à la pâte. Et donc, on ne va pas non plus rejeter toute solution technologique qui semble nous promettre l'incroyable, mais je pense qu'il faut approcher toutes ces questions avec beaucoup de doute et être sceptique parce que justement, c'est pas hier qu'on a appris qu'il y a une crise climatique. Je pense, j'ai eu la chance un peu de travailler avec une chercheure aux États-Unis qui, je vais contourner un peu la question, mais parler d'intelligence artificielle.
et qui fait un peu le portrait. Donc, son livre, sa recherche qu'elle a publiée l'année dernière s'appelle Atlas of AI, donc l'atlas de l'intelligence artificielle, et elle touche un peu aux crypto-monnaies et en fait ce qui découle de ces technologies. Donc, elle parle un peu premièrement, l'impact environnemental. On parle du cloud, on parle que ça existe dans un espèce d'univers, mais à la base, c'est stocké dans des réseaux. Ces technologies-là demandent des minéraux rares, demandent une transformation, et ça ne se fait pas une mine verte aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas non plus se leurrer et penser que tout ça existe dans une espèce de nuage. Premièrement, même si l'impact environnemental n'est peut-être pas aussi grand que des énergies fossiles ou d'autres secteurs, il est significatif. Par exemple, dans son livre, elle parle toutes les avancées en intelligence artificielle aujourd'hui, à travers donc, toute cette nouvelle économie, Internet of Things et tout ça, équivaut à ce qui a été ajouté en termes d'énergie renouvelable. Donc, toute l'énergie renouvelable, par exemple, aujourd'hui, ne sert qu'à servir ça en termes de proportion. Donc, on voit aussi la quantité d'énergie que ça demande. On a installé beaucoup d'énergie renouvelable et à peu près tout ça est capté, gommé par tout ce qui est Internet et logiciels. Donc oui, il y a un impact significatif qui se retrouve là. Ensuite, la manière dont c'est fait, crypto-monnaie, blockchain, intelligence artificielle, ce sont aussi des systèmes qui ont été créés. L'intelligence artificielle provient des investissements militaires, beaucoup aux États-Unis par exemple, premièrement. Donc, on a quand même une histoire qui n'est pas pro-démocratie et pro-ouverture et provient quand même de systèmes qui ont été développés à travers le temps, à travers des investissements militaires, premièrement. Deuxièmement, les gens qui y travaillent aujourd'hui à la Silicon Valley, un peu partout, ne sont pas non plus des endroits très inclusifs. C'est beaucoup des jeunes hommes qui font 100, 200, 300 000 par année à faire du code et à travailler pour ces grandes entreprises. Et on voit qu'il y a eu énormément de biais qui discriminent de manière maintenant objective, parce que ce sont de l'intelligence qui sont artificielles. Et la crypto-monnaie, je ne pense pas non plus, moi, j'en parle pas énormément dans mes réseaux non plus, mais c'est clairement pas des milieux qui sont favorables toujours à justement ce débat de société, l'inclusion. Et je pense juste la manière dont ces technologies sont créées ne sont pas aujourd'hui très représentatives toujours non plus en fait, juste de la population. Donc, encore une fois, quels risques nous guettent ou sont cachés dans ça? On ne les connaît pas encore tous, mais je pense comme avec l'intelligence artificielle, ils vont commencer à se matérialiser, on va les voir. Et pour le métaverse, par exemple, ce qu'on se disait, ça peut être génial, ce qu'on a vu avec Zoom aussi pendant la pandémie, de pouvoir connecter, créer des liens avec des jeunes de partout de la planète. On se parle et tout ça, et c'est très génial. Mais en fait, ce qui manque quand on vit dans ce monde, il manque tout ce côté sérendipité, la chance de rencontrer, la force de voir aussi que le monde est divers quand on se connecte et on sort de Zoom ou de métaverse, ou quand on échange qu'avec des gens qui ont de la crypto-monnaie qui sont un peu homogènes. On oublie qu'en fait, la population est très complexe et diverse et c'est plus facile d'ignorer des grands pans de la population. Et je pense que ça, c'est pas très bien adressé. De toute cette technologie, la crypto-monnaie ou le blockchain, qui est une technologie plus spécifique que l'intelligence artificielle. Mais donc, je pense que c'est le genre de questionnement qu'on a eu aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, qu'on doit avoir avec d'autres technologies, pas pour tout rejeter du revers de la main, mais juste avoir ces questionnements, parce que sinon on reproduit les mêmes erreurs environnementales ou technologiques, on reproduit les mêmes dynamiques. Süper. Aman Allah'ım diyorum. Les réponses et les questions, elles sont vraiment très très intéressantes. Et il y a toujours des questions, mais avec votre permission, je crois que Madame avait une question également. J'aimerais lui remettre la parole et puis on va écouter les deux dernières questions et ensuite, ils sont encore là, donc vous pouvez également continuer à leur parler. Nuray'la aynı üniversiteden mezunuz. Ben Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezunum. Ama şu anda je étudie la littérature française à l'université Hacı Bayram.
Mon question pour toi, pour vous. Mais mon français n'essaie pas pour demander en France. So let me ask in Turkish. Cette semaine, on avait un devoir, un projet que nous devions remettre et qui concernait l'environnement cette semaine. Et la question qui nous était adressée, la surconsommation, quel est son impact sur le climat? Et répondez à cette question en 2 minutes. C'était la question de notre devoir. Moi, j'aurais raté cette question. Je n'aurais pas réussi à y répondre. Ce genre de demande, est-ce qu'on pourrait y répondre à l'extérieur de la salle? Mais pour préparer un tel projet, le contexte était vraiment très approprié. Si quelqu'un veut répondre à la question, certes, il le peut, mais sinon, avec les intervenants ici, vous pouvez également parler avec eux dans le cadre de votre devoir après cette séance de questions et de réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? C'est ça. Je pense que moi, une chose sur laquelle il faut beaucoup parler sur la surconsommation, bien sûr, un impact énorme, mais aussi une chose dont il faut toujours se souvenir, et ça, c'est bien sûr un travail à faire, notamment dans les pays dans lesquels Félix et moi venons, c'est-à-dire que, en fait, oui, l'Union européenne a réduit ses gaz à effet de serre. Et en grande partie, je pense, peut-être le Canada et les États-Unis, proportionnellement au nombre de la population. Et l'Union européenne est extrêmement efficace pour dire justement que les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites et qu'en fait, cela serait dû à un effort des politiques publiques. Mais en réalité, la seule raison pour laquelle on a réduit nos gaz à effet de serre, c'est parce qu'on a exporté nos systèmes de production dans des pays comme la Chine, alors ça c'était plus dans les années 2000, et puis aujourd'hui dans des pays comme le Bangladesh, le Sri Lanka, Taïwan, etc. Donc je réponds juste à cette question en disant que, comme toujours, les questions de surconsommation, bien sûr, la surconsommation qui produit énormément de pollution. Qui est responsable le plus sur ces questions-là? Bien souvent, ce sont les pays qui sont déjà les plus développés. Et puis, bien sûr, un phénomène qui est inquiétant et qui est très difficile à traiter, c'est le fait que dans de très nombreux pays en voie de développement, la surconsommation explose. Et qui sommes-nous, pays du Nord, ayant surconsommé pendant 40 ans, pour dire à d'autres pays, vous ne pouvez pas surconsommer comme on l'a fait? Donc, encore une fois, des questions d'histoire, de colonisation, de responsabilité aussi. Et donc, toutes ces questions-là sont à prendre. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a reconnu toute cette histoire, toutes ces responsabilités, peut-être effectivement qu'on peut avoir une conversation sur comment éviter que cette surconsommation soit aussi, je dirais, sauvage ou en tout cas démesurée. Je ne sais pas s'il y en a d'autres points de réflexion sur ça. Super. Çok teşekkürler. Merci beaucoup. Je vais prendre la dernière question. Tuğba du Centre de protection de la nature. Tout d'abord, je dois partager un point avec vous, car Zeynep a mentionné un point très important. Ce n'est pas simplement le changement climatique, c'est la littératie écologique, l'alphabétisation écologique. L'apprenti demande à son maître « Qui suis-je » Et donc, moi, je suis toi, toi, tu es moi. Regarde, ça, c'est l'éléphant. Et le nuage, l'arbre qui est ici, c'est celui qui l'oriente. Et l'apprenti dit à son maître, d'accord, j'ai compris, et ensuite il rentre chez lui. Mais l'éléphant approche, et si cet éléphant c'est moi, si moi je suis lui, il ne va pas m'écriser. Alors que son conducteur lui a dit, pose-toi du chemin, l'apprenti a été écrasé par l'éléphant, il a des blessures, et il est parti voir son maître, et il lui a dit, mais il avait dit, tu m'avais dit que l'éléphant
c'était moi et moi j'étais l'éléphant. Alors pourquoi j'ai eu un accident? Et il lui a dit, mais il t'a dit de t'écarter du chemin, tu n'étais pas écarté. Et donc, dans les livres de Katma, et il y a également Tulkar Kılıç qui parle d'une notion du vécu qui est également très important dans notre processus d'harmonisation à la nature. Pour que nous puissions vivre en harmonie avec la nature, il faut également avoir au sujet l'approche philosophique. Et Nuray, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'approche philosophique avec cette harmonie avec la nature? Oui. Le changement climatique et la nature, au début, moi, je considérais cela avec les forêts et Toré qui vivaient dans les forêts et qui avaient résolu la philosophie des forêts et qui était également un philosophe. Et dans ce contexte, la philosophie du changement climatique, à mon avis, serait la philosophie de la nature. Et la philosophie de la nature, c'est en fait les plantes endémiques, la forêt et une littératie écologique qui intègre tout cela. Ne pas considérer simplement un seul objet, une seule espèce, mais également les reptiles, les insectes, les différentes fourmis, les moustiques, les mouches, considérer l'ensemble de cela sans dégrader la nature. Est-ce qu'on peut dire on n'a pas compris la nature jusqu'à aujourd'hui? Oui, cela veut dire. Et alors, dans notre philosophie d'approche de la nature, il faut avoir recours pour certaines professions, donner des cours pour mieux comprendre la nature et sa philosophie. Les réseaux sociaux et les journalistes, les reporters, les présentateurs qui utilisent de la meilleure manière ces réseaux sociaux, ces personnes ne doivent pas pouvoir partager des informations sur l'environnement, la nature, sans avoir reçu des formations là-dessus pour les émissions de carbone. En fait, le changement climatique, c'est une émission, pas le carbone. Les notions ne sont pas utilisées correctement. On parle d'El Niño, par exemple. Le carbone n'est pas une émission, c'est simplement un exemple, un petit exemple. Nous vivons dans une ère de réseaux sociaux et les gens qui n'ont pas connaissance de la philosophie de la nature essaient de nous apprendre ces approches de l'environnement, la biodiversité, les éléments de la biodiversité, la philosophie de Toreo, les informations dont il a eu connaissance après avoir vécu dans les forêts. Et c'est ainsi que nous pourrons comprendre pourquoi que les incendies de forêt ont émergé. Nous avons vécu au mois d'août l'an dernier en Turquie de très grands incendies de forêt. Et si ces incendies avaient eu lieu quelques semaines auparavant, une très grande majorité des abeilles allaient être détruites car ces forêts figuraient dans leur route migratoire. Et ces abeilles produisent des pollens, des anticorps et qui sont responsables de la production des miels dont nous avons besoin. Et leurs colonies, nous allions perdre les colonies des abeilles. Les incendies de forêt, nous les avons considérés simplement comme des incendies de forêt, alors que on ne s'est pas posé la question de savoir si ces forêts se trouvaient dans les trajectoires migratoires des oiseaux, des abeilles. Et donc, si nous avions connaissance davantage de ces aspects écologiques, de cette littératie écologique, si nous avions connaissance de l'impact de ces incendies sur ces plantes endémiques, sur ces insectes, ces oiseaux, nous aurions pu avoir une approche différente. Merci beaucoup. Je crois que le temps qui nous était attribué
a été dépassé. Maintenant, vous allez pouvoir faire connaissance les uns avec les autres. En terminant cette conférence, j'aimerais remercier le Centre culturel français. Ce sont vous et vos histoires, votre trajectoire qui nous a permis de nous rassembler ce soir, aujourd'hui. Nous sommes des personnes qui croient avoir fait beaucoup de choses dans leur propre parcours, mais pour l'avenir, ce sont vous qui devez nous orienter pour ce que nous devons faire à l'avenir. Mais pour cela, nous ne faisons pas grand-chose. J'espère qu'à l'avenir, avec COP27 et avec diverses autres opportunités, divers autres outils, les travaux que vous réaliserez, et pour les nouveaux jeunes auxquels vous tendrez la main, auxquels vous donnerez l'opportunité également d'intégrer les travaux, peut-être qu'à l'avenir, on pourra parler de sujets beaucoup plus captivants et prometteurs. Et je tiens à remettre la parole finalement à Sophie. Non, je clôture directement.